Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le Premier ministre a reçu des syndicats fortement déçus par l'accord conclu avec Mittal. Jean-Marc Ayrault a beau répéter qu'il n'y aura pas de plan social à Florange et que l'État veillera au strict respect des engagements du sidérurgiste indien. Rien n'y fait. L'inquiétude et le scepticisme dominent ce soir. Alors le dossier Florange sera-t-il une bombe à retardement pour le gouvernement? Invité politique ce soir, c'est le sénateur et secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, dans un instant. Et toujours sur Florange, il y a le fond, bien sûr, et la forme. Comment le président de la République a-t-il géré le dossier? Pourquoi a-t-il laissé le ministre Arnaud Montebourg se faire désavouer? A-t-on vu réellement s'opposer deux conceptions du rôle de l'État dans la stratégie industrielle du pays? Ou est-ce simplement un jeu de rôle politique? Élément de réponse ce soir avec notre club d'éditorialistes. En Égypte, l'épreuve de force se poursuit entre partisans et opposants du président. Après avoir été contraint de quitter le palais hier, Mohamed Morsi est finalement revenu tout à l'heure, mais la pression de la rue est toujours aussi forte. La police anti-émeute est intervenue ce soir pour tenter de séparer les deux fronts et de plus en plus de voix s'élèvent pour s'inquiéter du parfum de guerre civile qui flotte sur le pays. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accord ne leur convient pas. Le compte n'y est pas du tout pour les syndicats de Florange qui se sentent trahis. Échaudés par les détails de cet accord publié déjà hier dans le quotidien Le Monde, ils sont arrivés très déçus à Matignon. À la sortie, c'est toujours l'inquiétude et le scepticisme qui dominent. On voit tout cela avec François Goulin. Les représentants syndicaux ne s'attendaient pas à être surpris. Les détails de l'accord entre ArcelorMittal et le gouvernement, ils les connaissent depuis des jours. La rencontre s'apparentait donc à une explication de texte pour Jean-Marc Ayrault et les ministres chargés du dossier brûlant de Florange. 180 millions d'euros sur 5 ans, mais seulement 53 millions dédiés à des investissements stratégiques. Les sommes mises sur la table par l'industriel indien, les syndicats les considèrent comme insuffisantes. Moi, ce que je peux dire, c'est que cet accord-là coûte pas cher à M. Mittal. Ça, c'est clair. Je veux dire, alors effectivement, on nous dit qu'en septembre, ils étaient sur un budget de 130 millions, ils ont réussi à en avoir 180. Ok, on en prend acte, mais le compte n'y est toujours pas. Mais c'est sur l'idée de nationaliser les hauts fourneaux, utilisés un temps par le gouvernement pour faire pression sur Mittal, que les invités de Matignon sont le plus en colère, car ils y ont cru. On se sent trahis aujourd'hui. 18 mois de lutte pour en arriver là. À rien, une coquille vide. Monsieur Mittal a donc tout loisir d'arrêter définitivement nos installations. Si rien n'est fait, si aucune table ronde n'est obtenue, je peux vous garantir une chose, l'acier lorrain ne coulera plus. L'hypothèse d'un possible repreneur est également écartée. La bataille est donc loin d'être terminée pour les métallos. La résistance continue, le combat continue, c'est pas terminé. Si une nouvelle table ronde ne s'organise pas rapidement, les ouvriers promettent des actions d'envergure. Et depuis la signature de cet accord entre Mittal et l'État, Jean-Marc Ayrault s'est expliqué à plusieurs reprises sur ce compromis. Il l'a fait durant les questions d'actualité à l'Assemblée, puis tout à l'heure, vous venez de le voir, face aux syndicats qu'il a reçus, et de nouveau ce soir aux 20h de France 2. Le Premier ministre est venu faire la pédagogie de l'action du gouvernement alors que le dossier Florange continue d'empoisonner la majorité. On l'écoute. Et l'objectif prioritaire, celui qui avait été fixé par le président de la République, pas de plan social à Florange, pas de licenciement. Mais dans ce cas, je crois que c'est une situation qui est acquise. Beaucoup de Français aimeraient avoir un tel résultat. Puis deuxième chose qui a été décidée, c'est un plan d'investissement de 180 millions sur le laminage, sur l'emballage, qui est une activité très importante. 53 seulement sont stratégiques, 53 millions stratégiques seulement. Apparemment, les autres étaient déjà prévus pour l'entretien. Non, pas du tout, monsieur Pujadas. C'est une affaire sérieuse. Et ce n'est pas avec des bouts d'informations que l'on peut éclairer les Français.
Il se défend. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu un compte à l'étranger, a martelé cet après-midi Jérôme Cahuzac, tandis que Mediapart maintient que ce dernier a bien détenu pendant de longues années un compte en Suisse. Le ministre délégué du budget contre-attaque et confirme avoir porté plainte en diffamation. Il publie par ailleurs ce soir sur son blog le plan de financement de son appartement parisien, dont les modalités d'achat ont été dénoncées par le site. On l'écoute. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Dans l'actualité, la rencontre prévue entre Jean-François Copé et François Fillon, qui était prévue aujourd'hui, a été reportée à demain officiellement pour un problème d'emploi du temps. Au Sénat, en tous les cas, les fillonistes Gérard Larcher, Henri Drincourt et Gérard Longuet veulent un nouveau vote rapidement. Dans l'actualité également ce soir, EADS, le groupe d'aéronautique et de défense, a annoncé un accord entre actionnaires qui normalise sa gouvernance en réduisant le rôle des États tout en préservant leurs intérêts. Ce soir, Paris et Berlin se réjouissent de ce compromis qui permet un partenariat franco-allemand au sein du groupe. Et nous allons parler à présent d'un vote. Un vote en toute discrétion qui a eu lieu la nuit dernière au Sénat, mais au fort retentissement. Une large majorité de sénateurs se sont prononcés pour l'autorisation de la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Il s'agit d'une rupture majeure avec le régime actuel d'interdiction qui bride les chercheurs. Alors, quelles sont les conséquences de ce vote en première lecture qui relance des questions éthiques? On voit tout cela avec Fabrice Cunet. Depuis la loi sur la bioéthique de 2011, la recherche sur l'embryon était interdite, sauf rare dérogation très encadrée. La proposition de loi adoptée mardi dans la nuit autorise désormais ce genre de travaux. À l'origine du texte, Jacques Mézard défend cette clarification. Une volonté de clarification et aussi, il faut le dire, la volonté d'aller dans le sens de l'avenir, du progrès, car les dispositions qui étaient applicables à la suite de la loi de 2011 étaient extrêmement compliquées et mettaient nos chercheurs dans des situations extrêmement difficiles. L'adoption à une large majorité au Sénat de l'autorisation sous contrôle de la recherche sur l'embryon ne fait pas oublier le débat qui entoure cette question. Au-delà de l'aspect éthique, pour ses détracteurs, ce serait aussi un non-sens scientifique. Les progrès sont plutôt à rechercher du côté des cellules souches adultes et non pas des cellules embryonnaires. Et le message que nous avons envoyé hier soir est un message qui me semble assez en décalage avec l'actualité scientifique. Et quand on sait que les crédits alloués à la recherche sont relativement limités, je pense qu'il eût été préférable d'en rester à la loi de 2011. L'idée a pourtant reçu le soutien de la ministre Geneviève Fioraso. Alors cellules souches ou cellules souches embryonnaires, la communauté scientifique a peut-être récemment donné un signal. Le dernier prix Nobel de médecine a ainsi récompensé des travaux sur des cellules souches adultes. Et réaction des évêques de France qui jugent choquant ce vote du Sénat autorisant donc sous condition la recherche sur les embryons humains et les cellules souches. La suite du 22h à présent avec notre invité politique, il est sénateur de Paris, secrétaire national du Parti communiste. Pierre-Laurent, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors maintenant que nous avons plus de détails sur l'accord entre l'État et Mittal sur les engagements du sidérurgiste et les concessions éventuelles faites à l'exécutif, comment vous qualifiez cet accord ? Je crois que c'est un accord qui n'est pas du tout à la hauteur, qui ne répond aucunement aux attentes des salariés et du pays. Parce que le problème, c'est que l'accord ne donne aucune visibilité sur la relance industrielle durable du site. Or, c'est cela que demandent les salariés pour défendre leur emploi, mais au-delà, pour avoir une industrie sidérurgique performante dans le pays. Les syndicats qui sortent de cette réunion en Matignon sont déçus, ils sont en colère, mais certains, dont la CFDT, semblent admettre qu'il faut maintenant aller de l'avant et tenter plutôt de peser sur cet accord, de le muscler et pas de le remettre en cause. Est-ce que c'est un pas en avant ? Mais écoutez, de toute façon, il faut continuer à se battre aux côtés des salariés et il faut considérer que cet accord ne peut en aucun cas mettre un terme au dossier de Florange parce que, je le répète, il n'assure pas l'avenir industriel. Donc,
il faut engranger ce qui peut l'être pour les salariés, pour ceux qui peuvent conserver leur emploi, pour quelques investissements, semble-t-il, quand même très hypothétiques et très insuffisants. Mais surtout, il faut reposer la question de l'avenir des hauts fourneaux, il faut reposer la question de l'industrialisation et donc des recherches nécessaires et des financements pour le projet ULCOS, qui est ce projet de sidérurgie d'acier plus propre, écologique. Donc tout est à faire. Il faut continuer tout ce qui est à faire. Mais est-ce que vous n'oubliez pas de souligner quand même qu'un plan social a été évité par le gouvernement? Ce n'est pas rien. 600 emplois qui sont préservés, à répéter ce soir Jean-Marc Ayrault, ça ne vaut rien, ça ne pèse rien. Mais écoutez, on verra ça. On verra parce que Mittal, et c'est d'ailleurs le problème que posent les salariés, n'a jamais tenu ses promesses, pas plus semble-t-il dans ce dossier que dans d'autres. Ensuite, on sait qu'avec le peu d'investissement qu'il met sur la table, il y aura des emplois menacés. Les emplois sont directement liés à l'ambition qu'on a ou non de relance du site industriel en question. Or, s'il n'y a pas d'ambition industrielle, eh bien les emplois à plus ou moins court terme seront menacés. Donc prétendre qu'on va maintenir les emplois, mais qu'on n'a rien réglé sur l'avenir industriel, il y a quelque chose qui cloche dans ce que dit le gouvernement. Si je vous entends ce soir, le gouvernement n'a rien obtenu du roi de l'acier Mittal. Pas grand-chose, effectivement. On a fait beaucoup de cinéma. Et à l'arrivée, on est très très loin du compte. Et quand le ministre Arnaud Montebourg posait la question d'un contrôle public, il posait une bonne question. Parce que si nous voulons construire un avenir industriel, effectivement, il faut que l'État soit à la manœuvre pour construire un tour de table durable. Il est allé plus loin que poser la question. Il a donné espoir aux salariés de Mittal qui ont cru en la nationalisation. Quel a été, selon vous, le rôle d'Arnaud Montebourg, le Don Quichotte de la gauche, le tenant du protectionnisme, son rôle dans cette négociation? Mais là, il ne s'agit pas de protectionnisme, il s'agit de garder une industrie qui est là, qui est installée, dans laquelle on a investi depuis des années et qui est utile au pays parce qu'on va continuer à consommer de l'acier. Croire à ces salariés, à ces syndicats qu'il pourrait y avoir l'option de la nationalisation sur la table? Arnaud Montebourg, en l'occurrence, a posé une très bonne question parce qu'à travers cette proposition, il a posé une question, c'est qu'il n'y a pas d'avenir industriel durable s'il n'y a pas un engagement de l'État comme actionnaire principal ou entier, ça c'est à discuter. En tout cas, celui qui organise comme stratège le redéveloppement de la politique industrielle sidérurgique française. Pour les syndicats ce soir, c'est le MEDEF et Laurence Parisot, la grande gagnante. Est-ce que c'est votre sentiment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, et c'est un problème, elle a été davantage entendue que les salariés. Donc c'est la grande gagnante parce qu'elle est intervenue immédiatement, elle est montée au créneau contre Arnaud Montebourg quand il avait répondu à André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Et elle a argumenté contre cette solution en nous expliquant que c'était, malheureusement, Michel Sapin avait dit la même chose, que c'était une solution d'un autre âge, alors qu'en vérité, on voit bien que si on veut construire une sidérurgie durable, je pense que l'engagement de l'État sera inévitable. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que la gauche au pouvoir mène une politique de droite? Mais écoutez, là on parle d'un dossier, on parle d'un dossier. Oui, la politique du gouvernement affiche des intentions de rupture, mais ce que je constate dans ce dossier comme dans d'autres, c'est que les pressions venues du patronat, on l'a vu avec les pigeons, on l'a vu sur le choc de compétitivité, on le voit sur Mittal, eh bien, sont davantage écoutées que la voix des salariés qui pourtant ont élu, qui ont permis le changement de politique. Alors, donc il faut qu'effectivement que la pression change de camp. Et moi, puisque le gouvernement ne veut pas entendre sur un certain nombre de choses, eh bien il faut que les salariés, comme le font ceux de Florange, mais beaucoup d'autres dans le pays, maintenant fassent entendre leur voix et la fassent entendre davantage pour faire monter. De toutes les manières possibles, par le débat. Dans la rue ? Par le débat politique, mais les manifestations, c'est un droit dans notre pays. Je vous pose la question, est-ce que vous exercerez ce droit si, par exemple, sur ce dossier, ça n'avance pas plus? Mais en rassemblant aussi toutes les forces qui sont disponibles, parce que on voit bien dans ce dossier, il y a beaucoup d'élus socialistes locaux, y compris le président du conseil régional, qui s'est exprimé en faveur de la solution qu'avançait Arnaud Montebourg, et qui a dit, je crois, ce matin, que l'accord était un accord bâclé.
Donc c'est pas seulement moi, au Parti communiste ou au Front de gauche, qui critiquons l'accord. Il y a beaucoup de gens à gauche qui critiquent cet accord. Vous êtes donc en colère contre le gouvernement, mais eux aussi sont en colère contre vous. Votre abstention sur le vote du budget au Sénat, on a beaucoup parlé ici, associée aux vives attaques de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre du gouvernement, exaspère le couple exécutif. Vous dites que votre opposition est constructive. On a l'impression que la rupture est un peu consommée. Non, pas du tout. Vous savez, quelle est la question que nous nous posons, nous? C'est est-ce qu'on va inverser la courbe du chômage? Est-ce qu'on va parvenir à la relance industrielle? Est-ce qu'on va relancer les services publics? Est-ce qu'on va sortir le pays de la crise? Donc les propositions que nous mettons sur la table, nous ne les mettons pas sur la table pour nous opposer au gouvernement parce que ce serait un choix de posture politique. Mais le résultat est le même. Mais non. Le résultat, c'est que le problème, c'est que le gouvernement n'entend pas cela. Et ça n'est pas une question posée. Mais vous entendre et vous tendre la main quand vous la mordez? Mais ça n'est pas une question posée avec les sénateurs communistes. On le voit là avec les salariés de Florange. On le voit dans d'autres dossiers avec les salariés des hôpitaux qui ne sont pas entendus par la ministre Marisol Touraine. Donc c'est une question qui est posée par des gens très au-delà de nous, qui sont les gens qui ont voulu le changement politique au printemps dernier. Le ministre Jérôme Cahuzac se demande au nom de quoi vous seriez les arbitres des élégances à gauche. Au nom de quoi vous êtes plus qualifié que d'autres pour dire telle politique est de gauche ou telle autre ne l'est pas. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un tampon made in gauche, 100% non, mais moi, je ne demande pas à être l'arbitre des élégances à gauche. Ça n'est pas ça la question. Mais nous faisons partie de ceux qui ont permis la victoire au printemps dernier. Et il se trouve... Je sais bien que les socialistes font comme si, à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont la majorité à eux tout seuls, on peut peut-être négliger nos votes, mais d'une certaine manière, la configuration de la majorité au Sénat est plus conforme à la majorité politique réelle dans le pays. Donc, discuter avec nous, entendre nos propositions, ou celles de sénateurs socialistes qui, des fois, aimeraient bien, je crois, davantage se faire entendre sur un certain nombre de questions, ou de sénateurs écologiques, ce serait de bonne politique, parce que peut-être qu'on mènerait au final, on ferait des choix qui seraient plus en adéquation avec ce qu'attendent les salariés de Florange. Puisque j'ai parlé de lui, Jérôme Cahuzac, je voulais avoir votre réaction sur les révélations du site Mediapart, farouchement démenti par le ministre du Budget sur un éventuel compte en Suisse. Et encore ce soir, on l'apprend à l'instant, le site dévoile un enregistrement sonore datant de 2000. La voix serait celle de Jérôme Cahuzac enregistrée à son insu et la discussion porterait sur ce compte. Écoutez, moi je n'ai pas de réaction pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai aucun élément sur cette affaire, à part ce que je lis comme tout le monde et ce que j'entends, mais avec aucun moyen de les vérifier. Et deuxièmement, je ne mène pas le débat politique sur ce terrain-là. J'ai des débats politiques avec Jérôme Cahuzac sur le budget, vous venez de les évoquer, et je mène le débat politique sur le terrain des idées, des propositions. Je ne mène pas le débat politique sur ce terrain-là, et donc je ne me mêlerai pas de cette affaire. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h dans un instant, le club d'éditorialistes du mercredi soir, et nous allons reparler des conséquences de l'accord sur Florange et puis de la méthode Hollande après 7 mois à l'Elysée et de l'annonce du pacte de compétitivité jusqu'à cet accord entre l'État et Mittal. Comment le président gère-t-il les grands dossiers sur le fond, sur la forme? On parle de tout cela juste après le tour de l'info de Mounir Soussi. « 239 morts et des centaines de disparus. C'est le premier bilan provisoire après le passage du typhon Bopha dans le sud des Philippines. Des vents de plus de 210 km/h ont balayé les côtes. Le pays est habitué à ces épisodes climatiques tragiques. L'an passé, plus de 1500 personnes ont péri dans des tempêtes. Après une nuit de sit-in devant le palais présidentiel, des échauffourées ont éclaté. À coups de pierre, les partisans du président Mohamed Morsi ont chassé les opposants au décret qui élargit les pouvoirs du chef de l'État et au référendum sur le projet de constitution. En signe d'apaisement, le vice-président estime à titre personnel que les demandes des contestataires pourraient être examinées avant le vote, mais le scrutin, soupçonné par l'opposition laïque et libérale de réduire les libertés fondamentales, est maintenu au 15 décembre prochain. Des chercheurs français ont fait une découverte préoccupante pour l'avenir du pays. Les spermatozoïdes français se feraient de plus en plus rares. En 17 ans, leur concentration a diminué d'un tiers selon une étude effectuée sur un panel de 26 000 hommes. Mais pas d'inquiétude, du moins pour l'instant. Ces taux en baisse ne remettent pas en cause la fertilité. Les valeurs que nous avons calculées pour un homme de 35 ans en 2005
en France sont très largement au-dessus des valeurs qui sont édictées par l'OMS, donc 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, en deçà desquels un homme a des réelles difficultés à procréer naturellement. Les scientifiques ne font pas de lien direct avec l'environnement, mais le tabac, l'obésité ou les perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A sont souvent pointés du doigt. Dominique de Seigne sommé par la justice de se soumettre à un test de paternité. Le tribunal civil de Versailles a ordonné une expertise génétique pour déterminer la filiation de la fille de Rachida Dati. Selon des informations d'ITélé, l'homme d'affaires à la tête du groupe Barrière refuse de se prêter au test. Depuis la naissance de son enfant, Rachida Dati avait jusqu'à maintenant entretenu le mystère sur son géniteur. Face aux manifestants écologistes de Notre-Dame-des-Landes, Cabu glisse dans le canard enchaîné une solution à Jean-Marc Ayrault qui ferait plaisir aux Verts tout en faisant fuir les plus récalcitrants. Et notre club d'éditorialistes ce soir avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du service politique du journal de dimanche. Merci d'être avec nous. Notre chroniqueur est là, Jean-Louis Goubon. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et comme tous les mercredis pour croquer l'actualité, Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Hervé. Et Marion Mourgue. Bonsoir Marion. Bonsoir. Journaliste politique aux Inrocks. Alors avant de commencer notre discussion, je vous propose d'abord d'écouter un autre extrait de l'intervention ce soir de Jean-Marc Ayrault qui décrit sa rencontre, la rencontre avec l'intersyndicale de Florange. Écoutez. Moi, je voudrais d'abord vous dire que j'étais heureux de rencontrer les syndicalistes. Ce sont des hommes de grande dignité, de grand courage, qui aiment aussi leur métier, leur région. Et nous nous sommes expliqués avec franchise. Ils avaient, sur certains points, une autre approche, d'autres espérances. Et moi, je leur ai dit aussi que le gouvernement devait prendre ses responsabilités de façon courageuse. C'est ce que j'ai fait. Alors Jean-Marc Ayrault dit qu'il était heureux de rencontrer les syndicats pour une discussion franche. Dit-il, le discours est nettement plus musclé côté syndicat, mais pour le Premier ministre, désormais, c'est l'accord et rien que l'accord. Oui, mais je crois que toute cette histoire repose sur un flot d'ambiguïté et de quiproquos. Parce que ArcelorMittal n'a pas à prendre d'engagement. Une entreprise française ou étrangère qui investit en France a une seule obligation, c'est de respecter le droit social, le droit fiscal, doit payer ses impôts, doit payer ses cotisations sociales, etc., etc. Les engagements ne engagent que ceux qui les croient de toute façon. Et c'est vrai pour la politique comme pour l'industrie. Mittal a pris une flopée d'engagements depuis 2004, qu'en fait qu'il rôde dans les affaires de l'acier européen, et il en a tenu fort peu. Quand une entreprise, on peut prendre un exemple sur Mittal, ne respecte pas le droit, elle va aux tribunaux. Par exemple, ArcelorMittal a été condamné à 300 millions d'euros pour avoir participé au cartel de l'acier, amende qui ensuite a été ramenée à des niveaux plus faibles, 45 millions d'euros je crois. Quand il ne respecte pas des engagements, ce n'est pas les tribunaux qui l'attendent, c'est la protestation. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors dans cette affaire, il a pris un engagement, à mon avis, qu'il tiendra absolument, parce qu'effectivement, sinon, ça mettrait une pagaille. Il n'y aura pas de plan social. C'est un point important. À Florange. C'est ce que d'ailleurs, c'est là-dessus qu'est intervenu le Premier ministre socialement. Il a commencé à dire beaucoup de Français aimeraient qu'un tel engagement soit pris, etc. Et sur les 180 millions d'euros d'investissement promis, c'est-à-dire que sur le reste, 53 seront bien investis pour les investissements stratégiques. Pour le reste, Mittal peut faire ce qu'il veut. Bruno Jeudi. Moi, je pense qu'on est en plein paradoxe dans cette histoire. Parce que si on écoute Jean-Louis Goubon, et je suis plutôt d'accord avec son analyse, c'est qu'en fait, ce soir, il y a quand même, vendredi soir surtout, il y a d'abord eu 629 emplois de sauvés. C'est-à-dire qu'à Florange, finalement, la casse est limitée. Alors, on peut évidemment discuter des 180 millions. On entend qu'il y aurait que 53 millions, en fait, dans l'investissement stratégique. Le reste, ce serait de la tendance, sans doute. Et il y avait sans doute meilleur accord peut-être à trouver. Mais d'abord, le paradoxe, c'est finalement, les emplois sont sauvés à Florange. Il y a 1500 chômeurs de plus quand même par jour. Et puis, en fait, les dégâts politiques sont énormes à Paris. Parce qu'en fait, c'est toute l'ambiguïté politique qu'il y a eu autour de ça. Il y a eu une négociation, un compromis de trouver avec Mittal, mais à un prix très élevé. C'est-à-dire qu'on est parti de la nationalisation pour essayer de tordre le bras à M. Mittal. Et à l'arrivée, Jean-Marc Ayrault a désavoué son ministre du redressement productif, derrière lequel il y avait François Hollande qui ne l'avait pas découragé de monter en
planning sur la nationalisation. En fait, c'est les dégâts politiques qui sont importants. C'est paradoxal puisque les emplois sont, on va dire, pour l'instant sauvés. Restons encore sur l'aspect économique. Laurent Berger, c'est le nouveau secrétaire général de la CFDT, l'a dit hier, il n'y a pas de plan social, les emplois sont préservés. Pourquoi l'oublie-t-on si vite ? Parce que moi je suis d'accord avec Bruno, c'est que l'affaire politique est tellement importante que ça prend le dessus sur le fond et sur le message, l'autre message politique. Et c'est là où c'est dramatique en termes de communication politique, c'est qu'on a l'impression que Jean-Marc Ayrault, puisqu'on n'entend pas François Hollande, donc Jean-Marc Ayrault, est obligé de convaincre son propre camp. Et c'est la différence avec Nicolas Sarkozy ou François Fillon avant, c'est qu'ils étaient obligés de finalement convaincre l'autre parti, mais là c'est leur propre majorité. Et on l'a vu hier à l'Assemblée nationale quand ils sont venus devant le groupe des députés PS, c'était très compliqué. On rencontre l'atmosphère glaciale, on décrit les députés socialistes entre Jean-Marc Ayrault et où le groupe soutenait plutôt Arnaud Montebourg. Donc c'est très compliqué finalement pour Jean-Marc Ayrault de faire passer son message, on l'a encore vu ce soir sur France 2. Justement Jean-Louis, revenons sur ce qui a été brandi comme une menace. La nationalisation, finalement, ce n'était qu'un chiffon rouge agité par le gouvernement et nous en avons parlé des journées en pensant, des soirées, en pensant que c'était une hypothèse possible, probable. L'information qui nous manque, c'est de savoir si M. Montebourg y croyait lui-même. Oui, il avait l'air d'y croire, en tout cas. Il avait l'air d'y croire et il le disait lorsqu'on le voyait en tête-à-tête, mais est-ce qu'il le croyait sur le fond? Parce que son schéma, même intellectuellement, est d'une complexité extrême. Vendredi matin, il y croyait encore. Quand les syndicats sont à Bercy, et il pense que la nationalisation est toujours dans la corbeille de négociation. Et il est pris de court vendredi soir. Alors, il est pris de court vendredi soir. Alors, donc, M. Montebourg se fait des illusions. Parce qu'en réalité, non seulement politique, mais même technique, économique. C'est-à-dire que le schéma reposait sur l'idée suivante: je nationalise temporairement et je revends le site à un investisseur. Monsieur Ayrault, à juste titre, a dit que c'est une affaire d'1 milliard d'euros. C'est-à-dire que, sans que l'on connaisse le nom des acheteurs éventuels du site, il s'engage sur une dépense qui est considérable. C'est-à-dire, en gros, ce site vaut quand même quelque chose, parce que c'était l'ensemble du site qui fait. Donc, effectivement, si la partie qu'on appelle chaude ne vaut peut-être plus grand-chose, sauf la coquerie qui était vendue dans le lot, l'autre valait quelque chose. C'était au moins 400-500 millions, plus, on parle des investissements de M. Mittal et ceux qui seraient nécessaires, plus encore 400 millions à mettre. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui était d'accord pour mettre 1 milliard d'euros sur la table. Et c'est en ce sens que je pose la question, est-ce qu'il y croyait vraiment? C'est tout le paradoxe, c'est toute la gauche qui est en pleine illusion dans cette affaire. Et finalement, Jean-Marc Ayrault, qui pour le coup, c'est un peu j'allais dire, on retrouve le Premier ministre dans sa plénitude. Le président laisse le Premier ministre en première ligne sur cette affaire. C'est la deuxième fois qu'il prend la parole. Et il a tenu le langage de vérité dans cette histoire. C'est la sidérurgie, il y a 25 hauts fourneaux en Europe, il n'y en a que 16 qui fonctionnent. De toute façon, on est quand même sur un secteur qui, aujourd'hui, a des capacités trop importantes en Europe par rapport au marché, par rapport à la situation économique et l'usage de l'acier. Donc il a tenu le discours de vérité. Arnaud Montebourg, on a même mis sa marinière à l'envers. Arnaud Lux, si vous nous regardez. On s'excuse, pardon. Et je voulais savoir, est-ce que tout cela, Marion Monk, selon vous, laissera des traces auprès des investisseurs étrangers? Est-ce qu'ils vont y regarder de plus près, 2 fois avant d'investir en France, ou ça n'aura pas d'impact selon vous? On va regarder ce qu'a écrit notre confrère allemand, Rudolf Balmer, dans le journal Die Zeitung. Je l'ai très mal prononcé, je crois. Mais voilà ce qui est dit. Avec Florange, Paris a joué gros et perdu gros. Les grandes déclarations du ministre Montebourg face au mania Mittal se soldent par une reculade peu glorieuse par le gouvernement socialiste. Dans les mois à venir, sur le front de l'emploi, aucun patron ne prendra les Français au sérieux. C'est sévère, c'est caricatural. Oui, mais c'est vrai que la déclaration d'Arnaud Montebourg dans les Échos, au tout début de l'affaire, avait laissé des traces. Après, c'était quand même qu'il s'en aille, pour résumer sa déclaration. Elle était choc. Et on se souvient que le maire de Londres, après, avait d'Inde surfé sur cette déclaration et en disant nous on accueille les bras ouverts, voilà, évidemment, agiter le chiffon rouge. Ce genre de groupe. C'est pas n'importe qui, Mittal, c'est quand même en gros un des 5 plus grands patrons sur la planète, quoi. En tout cas, c'est le premier producteur mondial d'acier, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Lui mettre une claque comme ça, ah oui, mais je pense que là, il a des conséquences. Je crois qu'il l'a regretté, Montebourg. C'est vrai que quand on regarde Mittal, parce qu'il n'est pas qu'en France, il est bien entendu en Espagne, il est en Belgique, au Luxembourg. En Belgique, il a
fait la même chose que ce qu'il est actuellement en France. Et on n'a pas vu les autorités belges monter ainsi au créneau. On a vu les élus locaux monter au créneau. Enfin, ça n'a pas du tout le même poids. Et nulle part ailleurs, on a brandi la nationalisation. C'est-à-dire, si les investisseurs, est-ce que les investisseurs prennent M. Montebourg au sérieux? Non, parce que c'est vraiment la question que je pose personnellement. Est-ce que redressement productif? Voilà, est-ce qu'ils prennent au sérieux? C'est-à-dire que quand même, le plus sérieux, enfin celui qui apparaît comme le plus sérieux, M. Hollande, qui effectivement, dans cette affaire, est intervenu au dernier moment pour dire non, non, il n'est pas du tout question de cela. Moi, ce que je veux, c'est pas de plan social. Et il n'y aura pas de plan social à Florange, qui est quand même très important. Mais je doute, pour revenir, que les investisseurs, à partir d'une déclaration intempestive de M. Montebourg, dire je ne vais plus investir en France. Ceci me paraît un peu excessif. Alors voilà pour l'aspect économique. On va poursuivre notre club éditorialiste avec à présent l'aspect purement politique. On a un petit peu parlé, c'est la gestion de ce dossier par l'exécutif qui est au centre des négociations depuis des mois. Il y avait bien sûr Arnaud Montebourg qui se voyait en chevalier blanc et en sauveur de Florange. Rien ne s'est passé comme prévu. On va écouter la réaction de Jean-Marc Ayrault sur le rôle et la passe de son ministre. Et je remercie Jean-Louis Goumbaud pour l'analyse économique. Mais vous savez, on a besoin de tout le monde dans une équipe. Et une équipe, c'est pas tout le monde forcément avec le même tempérament, le même modèle, le même style et les mêmes approches. Et les mêmes idées. Ce qui est important, c'est que cette équipe, cette équipe soit solidaire quand les décisions sont prises. Ça fonctionne comme ça, un gouvernement. Il y a des ministres qui proposent, les projets sont instruits et le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, prend les décisions. Et les décisions qui ont été prises ont permis de sauver l'emploi à Florange. Il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas de plan social. Et on accueille sur ce plateau Jean-Marie Biette avec nous. Bonsoir Jean-Marie, directeur départemental à Ouest France et auteur du livre Héros, l'inconnu de Matignon aux éditions. Il est de moins en moins. Oui, il est de moins en moins aux éditions L'Archipel. Bruno Jeudi disait tout à l'heure peut-être que c'est l'occasion pour Jean-Marc Ayrault de réaffirmer son autorité, justement, en reprenant la main sur ses dossiers, sur son ministre. Arnaud Montebourg, est-ce que c'est le cas? Il monte au front pour ces différents dossiers. Il y a eu le pacte sur la compétitivité, il y a le dossier Florange. C'est ainsi qu'il faut l'analyser? Ça met en lumière deux choses, je crois. La première chose, c'est qu'effectivement, ça le remet sur le dessus de la scène en termes de social-démocratie. C'est-à-dire qu'on voit bien l'opposition, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure sur le plateau, mais effectivement le réalisme de Jean-Marc Ayrault face aux foucades d'Arnaud Montebourg. Et puis ça met aussi en lumière quelque chose qu'on voit depuis plus de 15 ans. C'est en fait depuis que Jean-Marc Ayrault a été nommé par Lionel Jospin président du groupe PS à l'Assemblée nationale, cette brouille, pour pas dire plus, entre Montebourg et Ayrault, c'est même une détestation. Arnaud Montebourg n'a eu de cesse de vouloir prendre la place de Jean-Marc Ayrault. Je sais bien, c'est un peu l'écume des jours, mais ça joue quand même, ça explique. Ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit beaucoup de choses. Et puis ce n'est pas du tout le même profil, ni la même méthode. Montebourg, c'est l'interventionnisme romantique, entre guillemets. Ayrault, c'est le tempérament discret, effacé, diront ses détracteurs, et ce qui contraste beaucoup avec l'activisme parfois musclé de son ministre. Ce sont aussi deux conceptions qui se sont opposées, Marion? Exactement. Et Jean-Marc Ayrault le disait ce soir sur France 2, c'est deux styles, deux tempéraments. Donc il n'a pas cité son ministre, ce qui était quand même, il manque un peu d'habileté et d'élégance. Mais c'est sûr que c'est deux manières de faire. Donc il y a à la fois deux styles et puis deux lignes politiques. Donc ils se détestent, ils se parlent peu au gouvernement. Jean-Marc Ayrault a déjà voulu le virer plusieurs fois et Montebourg lui rend bien. Donc c'est aussi l'histoire d'une rivalité politique et c'est vrai que ça remonte à des années, à cette histoire de François Hollande qui peut, qui laisse mitterrandien, jouer un peu de toutes les ficelles. Ouais, en même temps, ça touche les limites, la méthode, s'agissant de François Hollande, qui effectivement a besoin à la fois d'Arnaud Montebourg, qui incarne ce de gauche volontariste, industriel, protectionniste, et qui l'a élu en partie, parce que Arnaud Montebourg, il était troisième avec primaire, un score avec tout à fait honorable. Tout à fait honorable, et ça représente quand même un courant au sein du Parti socialiste et au-delà au sein de la gauche, surtout qu'en plus la gauche de la gauche, elle tambourine beaucoup. On l'a vu avec Pierre Laurent tout à l'heure. Donc il en a besoin, François Hollande. Mais en même temps, son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui, je trouve, sur cette affaire, et depuis un mois, là, finalement, il retrouve un peu ce côté Premier ministre
classique depuis la conférence de presse, fusible du président, qui annonce les mauvaises nouvelles, qui prend les coups, qui monte au créneau à l'Assemblée. On retrouve le rôle classique du Premier ministre et ça lui va très bien. Et on voit Jean-Marc Ayrault version Hervé Baudry, droit comme un i, je suis en métal. Mais par contre, Jean-Marc Ayrault, effectivement, la détestation avec Arnaud Montebourg, on l'a vu vendredi soir, il n'a pas été très adroit dans l'explication du dossier et sans doute les mots ont été trop brutaux, il a été obligé de retropédaler le lendemain parce que Hollande, il a quand même besoin de Montebourg. Revenons sur la méthode Hollande. Vous parliez tout à l'heure de communication, il y a quand même quelque chose d'amusant parce que j'arrive de Nantes et il y a une usine ArcelorMittal à côté de Nantes et il y a eu un bruit qui a couru comme quoi Ayrault avait arrangé un petit peu le deal secret en faveur de sa circonscription. Il a démenti en disant jamais, moi j'agis pour l'intérêt national. Eh ben, il a tellement démenti, et c'est tellement pour l'intérêt national que maintenant, c'est demain que les ouvriers vont sans doute se mettre en grève, et en tout cas manifester, parce que toute une partie du site de Bassindre a été délocalisée vers Florange, oui. Et là, ça pose un véritable problème. C'est-à-dire que là, tout l'accord est quand même assez curieux. C'est-à-dire que je crois que les poupées russes ne sont pas finies dans ce dossier-là. Regardez les marionnettes d'Hervé. On dit de François Hollande qu'il se plaît à jouer les antagonismes entre ses ministres, à dire oui à tout le monde pour se laisser tout le temps de trancher par la suite. Est-ce qu'on a vu justement les limites de cette méthode? Parce qu'il a dû recoller les morceaux. Je pense que le roi de la synthèse, puisque François Hollande, au fond, à la tête du Parti Socialiste, il en a usé et abusé. Et globalement, ça lui a permis de rester longtemps à la tête de ce parti. Et Dieu sait que c'est quand même pas facile de gérer tous les courants à la sein du Parti Socialiste. Le seul problème, c'est que maintenant, il est président de la République. Et là, sur le dossier de l'emploi, a fortiori sur le dossier de la sidérurgie, jouer de la synthèse, à mon avis, l'habileté parfois. Au vol, parce que la méthode Mitterrand. Trop d'habileté, c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux dans des dossiers. La méthode Mitterrand, c'était une volonté de toujours garder une haute main sur ses interlocuteurs, ses ministres, tous ceux qui l'entourent, pour jouer un peu le rôle du sphinx. Oui, mais justement, plus que la synthèse, moi, un des proches de Hollande a utilisé cette expression de darwinisme. Et c'est vrai que Hollande laisse aussi deux personnes, presque deux coqs en situation et voit un peu le meilleur qui va l'emporter. Et donc là, il regarde Ayrault avec qui il est assez d'accord sur la ligne du social-réalisme, la social-démocratie. Et puis, il est d'accord aussi avec Montebourg sur le pragmatisme en disant il faut rassembler toutes les gauches. Donc, il regarde ces deux lignes. Et pour l'instant, Hollande, on ne l'a pas entendu. On a eu des petites phrases dans la presse, mais il est extrêmement discret et il observe. La chance dans cette affaire de Hollande, c'est que ça fait que 6 mois que ce gouvernement est en place et Arnaud Montebourg ne pouvait pas raisonnablement quitter le gouvernement comme il l'a envisagé, même s'il l'a envisagé, partir au bout de 6 mois sans rien derrière et surtout sans avoir un succès sur lequel il pourrait construire quelque chose. À mon avis, politiquement, c'était quand même. En même temps, il est allé voir Hollande et Hollande l'a. Oui, mais c'était quand même sauté du haut de la falaise et ça, François Hollande, il a joué du rapport de force. Enfin, la gauche a réussi à faire du storytelling. Il est allé donner sa démission, sachant qu'elle ne serait pas acceptée. Il a même dit, c'est pas moi qui démissionne, c'est le troisième à la primaire socialiste. Enfin bon. Ça... Mais on est à 6 mois, comme 7 mois, comme vient de le rappeler Bruno Jeudi, de présidence à l'Élysée. Est-ce qu'on arrive à comprendre le cheminement de François Hollande, sa vision? Et est-ce que surtout les Français le comprennent? Parce que si on regarde de plus près les sondages, eh bien, il y a quand même un frémissement. Il y a peut-être un début de quelque chose. Les codes de popularité du président et de Jean-Marc Ayrault ont tendance à se stabiliser. Voire à remonter. Il y a quand même un spectacle depuis quelques semaines qui est le spectacle de l'UMP. D'ailleurs, qui pour moi est redoutable pour le PS. Parce qu'effectivement, ça permet peut-être de chuter, de stopper la chute, voire un léger rebond pour Jean-Marc Ayrault. Mais surtout, ça favorise le côté pluriel de ce gouvernement. Et chacun y va un petit peu, sans crainte d'être contesté à l'Assemblée, puisqu'il n'y a plus personne. Sans crainte d'être contesté, il va un petit peu de sa petite musique. On voit bien Montebourg. Est-ce qu'il serait allé aussi fort sur la mondialisation? Peut-être. Oui, je crois. Peut-être, mais en tout cas, peut-être que le gouvernement était plus solidaire s'il n'y avait pas en face une débandade de cet acabit. Enfin bon. Oui, je voulais terminer aussi en vous montrant je trouve, un magnifique une de Libération avec Hollande et ses 4 nuances de rose, peut-être qui traduisent aussi ces 7 premiers mois. Est-ce que, selon vous, c'est le fils spirituel? On en parle beaucoup de Jacques Delors, de Pierre Mendès France. Est-ce qu'on arrive un petit peu à plus le situer,
Moi, je pense qu'en fait, il emprunte un peu de toutes les recettes socialistes de Mendès France à Mitterrand, de Rocard à Jospin. Il avait un surnom il y a quelques années. Il y avait eu un livre sur le sujet. On l'appelait le culbuto, hein, Hollande le culbuto. Et là, c'est vraiment le président culbuto. On le voit sur ses dossiers. Dossier Florange, le dossier du mariage pour tous. Il a réussi à retomber sur ses pieds après avoir fait un écart. Il est moins sur les questions sociétales quand même. Il est plus le fils de Delors, en ce sens qu'il est vraiment sur les questions économiques et sociales et sur la question européenne. Et c'est là où il imprime sa marque. Mais je ne suis pas sûre que les Français le voient encore. Et c'est là où il a du mal à se remettre dans une sorte d'histoire. Il est quand même obligé, parce qu'on a vu ce que José Luis Zapatero en Espagne, quand il a fait tout sur le sociétal et en faisant une politique quasiment libérale, ça a été une catastrophe. Donc ils ont quand même vu que ce n'était pas forcément un chemin à suivre. Et je suis complètement d'accord avec Bruno. C'est-à-dire qu'il prend chez tout le monde. Il y a effectivement, il n'y a pas que du Mitterrand, parce qu'il n'a pas la stature, c'est pas le sphinx, il n'est pas au-dessus. Il sort trop de son ambiguïté, contrairement à l'autre. Mais il prend effectivement du Rocard, il prend un peu tout le monde et il se construit un personnage qui n'est pas pour l'instant lisible pour les Français, c'est clair. Mais il a 5 ans. Il a 5 ans. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. On passe à la revue de presse des hebdos, à paraître demain dans vos kiosques. On va commencer par Le Point. Et cette une, ceux qui en ont marre. Alors, qui sont-ils? Ce sont les entrepreneurs, les médecins, les cadres, les artisans, les professions libérales, les enseignants, les commerçants. Chacun a ses raisons. C'est à découvrir dans votre hebdomadaire Le Point. L'Express à présent. Avec cette une, choc et puis une enquête très intéressante sur les ravages chez les jeunes du cannabis, le cri d'alarme des psys. On y retrouve le point de vue notamment de Marcel Ruffo et puis Marion Mourgue nous a gentiment ramené les inrecuptibles avec cette une sur le logement, l'équation impossible, un dossier spécial à découvrir. Donc merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hervé Baudry, merci. On finit avec l'équilibriste François Hollande sur sa ligne politique. Et la dernière page du journal à présent avec une exposition Hervé, ça va vous intéresser puisqu'il s'agit du dessin de presse qui est à l'honneur sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Vous l'avez vu en passant? Oui. En sortant? Bon, vous me direz votre avis. 80 dessins qui ont été retenus pour cette expo inaugurée tout à l'heure par le président du Sénat. Et les dessins retenus couvrent tout le XXe siècle. Visite commentée par Nathalie Guillois. Regardez. Interpellés, visiblement, ces dessins suscitent l'attention des passants, même des plus pressés. Sur les grilles, 100 ans sont passés en revue à travers des caricatures de ciné, Cabu, Plantu, des dessins de presse qui représentent des événements marquants. Non, parce que ça me rappelle quelque chose. Le blocage du canal de Suez, ça a été une opération internationale et qui a failli déclencher une guerre mondiale. Là, je suis devant quelques images des 30 Glorieuses et ça m'a remémoré un temps où effectivement on avait vraiment de la chance, on ne se faisait pas de soucis pour l'avenir. De la nostalgie, mais pas que. Ces caricatures rafraîchissent la mémoire des passants, mais aussi les interpellent. En marchant, j'ai fait le plein de vérités qui méritent d'être criées au monde entier. Les vérités sur la bêtise humaine, sur l'hypocrisie humaine. Faire réagir, amener la réflexion, c'est ce que permet le dessin de presse selon Jacques Lamal et Patrice Lestrohan. C'est à la fois pour se remémorer les événements ou les découvrir, les grands événements du siècle. On parle souvent de la pensée unique, mais le dessin permet justement de lutter contre la perception unique. Cette exposition est tirée de leur livre. Elle se déroule jusqu'au 1er mars 2013, aux grilles du Jardin du Luxembourg. Voilà, à découvrir donc. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. C'est vrai que je ne m'exhibe pas. Je reste moi-même. C'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je n'aime pas les honneurs, les protocoles, les palais. Je revendique une simplicité qui n'est pas une retenue.
mais la marque de l'authentique autorité. C'était François Hollande, vu par lui-même. Mais qui est vraiment cet homme qui a conquis le pouvoir sur le thème de la normalité? Est-il si simple que ça? Se montre-t-il vraiment en permanence tel qu'il est? Et que nous disent sur lui ses premiers mois à l'Élysée? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, le moi et le surmoi du locataire de l'Élysée, avec nous 3 invités, 2 psychanalystes qui s'intéressent au discours des politiques. Jacques Alain Miller, vous avez à plusieurs reprises commenté le comportement de François Hollande ces derniers mois dans Le Point. Jean-Pierre Winter, psychanalyste également. Alors votre livre, Transmettre ou pas, aux éditions Albin Michel, porte sur la question plus large des héritages et de la transmission, mais vous avez aussi écrit sur les dits et les non-dits des politiques. Thomas Legrand, journaliste et chroniqueur à France Inter. Alors vous avez suivi l'évolution, le parcours politique de François Hollande et vous nous donnerez votre point de vue sur ses récents comportements. Des comportements que commentera aussi un peu plus tard dans l'émission Pascal De Sutter, psychologue à l'université de Louvain en Belgique, à qui nous avons soumis quelques ingrédients du style Hollande, un style qui a séduit, mais qui a aussi été très critiqué ces derniers mois, avec notamment des unes de presse très dures, ce que l'on a appelé le fameux Hollande bashing. Alors comment le président réagit-il à ces critiques? Est-il atteint ou pas? Eh bien visiblement pas du tout. Tout cela glisse sur lui, comme il l'a affirmé lors de sa première grande conférence de presse. J'ai une conception de la liberté de la presse qui fait que je ne suis touché par rien et que je la respecte. Qu'il y ait des excès, je pense que mon prédécesseur en a connu. Qu'il y ait des modes, elles peuvent exister. Qu'il y ait des humeurs, qu'il y ait peut-être aussi des justifications. Et alors? Il y a surtout la volonté d'être jugé sur une cohérence, une constance, une confiance et donc des résultats. Donc je considère que ça fait partie de la démocratie, avec peut-être parfois ses ampleurs ou ses cycles. Et puis je me dis toujours que, et ça c'est mon trait de caractère, que ça se retourne. Vous savez, je ne sais pas si je peux parler de ma vie politique, je ne suis pas encore à l'âge où on écrit ses mémoires, mais j'ai connu des situations tellement plus difficiles. Être président de la République me paraît être la meilleure réponse à mes détracteurs. Ah, il en a vu d'autres, dit-il, et c'est vrai que lorsqu'il était premier secrétaire du PS, François Hollande était affublé, on s'en souvient, de toute une série de surnoms peu flatteurs, alors des méchancetés qui venaient de son camp et qu'il commentait déjà en 2006 sur le plateau de Thé ou Café. Quand on entend des propos comme Monsieur Piège jaune, le culbuto, le flanc, Guimauve le conquérant, enfin vraiment des moqueries qui sont presque des injures et qui vont vraiment bon train en ce moment, ça vous touche quand même, non? Je suis toujours surpris de... souvent ça vient dans votre famille politique, ces mots-là. De l'imagination, de la fertilité des expressions. Mais moi, rien ne me touche. Quand je dis cela, c'est pas simplement parce que j'aurai une carapace. Bon, après, on va dire que je suis un éléphant, faut se méfier. Mais non, parce que je pense que je me connais. Je sais qui je suis et je sais ce que j'ai fait. Vous n'avez pas d'émotion, vous les montrez pas? Je suis pudique. Je suis contre cette espèce de politique spectacle où il faudrait se donner, se montrer, pleurer. Non, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'émotions. Mais vous les cachez? Je ne les cache pas, je les maîtrise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas moi, même si je n'ai pas une mauvaise image de moi-même. Et vous avez de l'ambition. Et que l'ambition est légitime en politique. Mais ce qui compte, c'est l'autre. Alors il a cette phrase, on l'a entendu au début de l'extrait en 2006, « Rien ne me touche ». Alors la phrase est incroyable parce qu'on a du mal à imaginer quelqu'un qui ne soit touché par rien. Et le plus incroyable, c'est qu'il a quasiment les mêmes mots en 2012. On l'a entendu lors de la conférence de presse, « Je ne suis touché par rien », dit-il. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, Jacques Alain Miller? Est-ce que c'est possible d'être touché par rien? Écoutez, moi je le crois. Ce rien ne me touche. C'est vraiment la devise, ça pourrait être la devise de François Hollande, et on aimerait le dire en latin, nihil me toccat. Ah oui, c'est ce qui le caractérise. Et rien ne me touche de ce qui se dit de moi, c'est-à-dire que comme sujet, c'est vraiment un sujet qui, en un sens, n'est pas analysable. Et qui affirme d'ailleurs
je sais qui je suis, c'est-à-dire il est au-delà du connais-toi toi-même. Enfin, il a accompli le connais-toi toi-même. Et donc je crois que c'est une phrase tout à fait fondamentale de la position de François Hollande. D'accord, pas seulement face aux critiques, en général. Quoi. En général. Voilà. Et il y a une phrase aussi qui me paraît avoir un grand écho, c'est ça se retourne. Oui. C'est-à-dire que, pour moi, François Hollande, avec ses airs tranquilles et enjoués, c'est un politicien baroque au sens du XVIIe siècle, de Balthazar Gracian et de son homme de cour, c'est-à-dire qui a le sentiment très profond du branle des choses, comme on disait à l'époque, du changement. C'est pas le changement, c'est maintenant, c'est le changement, c'est toujours. Il faut savoir attendre le moment, rien ne dure, et donc, et aussi ne pas exhiber ses talents, mais cheminer caché. Ce qui fait que, en fait, quand on lui énumère toutes les qualificatifs dépréciatifs, finalement, il jubile parce que ça prouve qu'il n'a pas été découvert. Ah, ça prouve qu'il n'a pas été découvert. Ah bon? Ah oui, vous approuvez, vous diriez ça? Moi, j'approuve. Ce que je voulais dire, et je rejoins votre analyse, sur un point, c'est le temps. En fait, François Hollande est un homme politique, ça n'a rien de psychanalytique, je ne m'y risquerai pas, mais c'est un homme politique qui, avant tout, sait maîtriser le temps, connaît le poids du tempo politique. Et c'est très compliqué parce qu'il y a le temps politique, le temps médiatique, on a déjà beaucoup parlé de ces deux temps qui sont en contradiction en ce moment, et lui, il connaît le temps, il le maîtrise, la maîtrise et le temps, c'est sa marque de caractère. Donc, rien ne le touche parce qu'au fond, il sait que tout ça est éphémère. Tout ça se retourne et il arrive à maîtriser en ce moment son impopularité. Son impopularité, il sait très bien. En tout cas, il a théorisé ça. Il a dit je serai impopulaire pendant 2 ans. Je vais faire le contraire de ce que la gauche fait d'habitude. C'est-à-dire, je vais arriver, je vais faire ce qui est dur, et ça va être très dur. Il nous l'avait dit avant. Et puis après, si ça marche, je serai populaire. Alors, ça le touchera si ça marche pas. Effectivement, mais pour lui, pour sa politique, effectivement. Donc vous dites effectivement, c'est sa manière de faire de la politique. Ça lui correspond vraiment. Alors quand même, Jean-Pierre Winter. Sa carapace, ça lui fait une carapace. Alors, mais il dit quand même justement, parce qu'il dit, ce n'est pas parce que j'ai une carapace que rien ne me touche, c'est parce que je sais ce que j'ai fait. Voilà. Justement, c'est le morceau de phrase qui complète et qui donne son sens rétroactivement à rien ne me touche. L'équivalence, ce serait il n'y a que la vérité qui blesse. Et comme je n'entends aucune vérité dans ce qui est dit sur moi, oui, c'est ça. Ça ne me touche pas. Je crois que c'est pas au sens où ça s'imposerait d'évidence du genre je suis inaccessible à quelque critique que ce soit, on ne peut pas me désarçonner, etc. Ouais, je sais ce que je vaux. Étant donné que je sais ce que je vaux politiquement, on n'est pas en train de faire l'analyse du bonhomme. Politiquement, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, et donc tout le reste, c'est un peu flic-flac dans l'eau, quoi. Oui, alors du coup, ça lui permet de maîtriser ses émotions, c'est ce qu'il dit. Enfin, il y a tout qui va derrière, mais enfin, quand même, c'est assez incroyable. Les maîtriser sans les annuler. C'est un homme dont on sent. Il a beau dire. Je ne m'exhibe pas, il ne cache pas non plus ses émotions. On les ressent, ces émotions, on les ressent avec lui. C'est ce qui donne d'ailleurs une dimension un peu relative au rien ne me touche. Heureusement que c'est pas à prendre au pied de la lettre. Oui, parce qu'on pourrait dire c'est dramatique pour un politique, rien ne me touche. C'est pas un monstre froid, mais c'est pas non plus, effectivement, il a raison, c'est pas un exhibitionniste. Et là, par exemple, les émotions. C'est pas un monstre froid, c'est un monstre tiède. C'est un voilà, nuance. Vous les ressentez où les émotions là, par exemple, dans les extraits qu'on vient de voir, où il nous explique qu'il maîtrise ses émotions? Alors ça serait très long à développer, mais on sent le désir à la fois de dire qu'il a des émotions et celui de ne pas en faire part publiquement dans le phrasé. Il y a un phrasé très particulier de François Hollande, de même d'ailleurs qu'il y avait un phrasé très particulier de Ségolène Royal. Une façon de couper les phrases dont je me demande depuis la campagne électorale, en fait, ce qu'elle peut bien laisser entendre à celui qui l'écoute. C'est-à-dire quel effet ça a sur nous. Il coupe les phrases de manière pas logique, quoi, par rapport au sens de ce qu'il dit. Il a une ponctuation assez très particulière. Et alors sur le débit et sur effectivement cette ponctuation assez particulière, ce qui est frappant, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est quelque chose de récent, est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu? On va continuer sur cette question des émotions avec un autre extrait. Là, on repart quelques années avant, on est en 2000. Alors
François Hollande est déjà premier secrétaire du PS, mais là, pour le coup, il parle de ses émotions de manière assez différente. L'animatrice est la même. On est toujours dans l'émission Thé ou Café. Écoutez ses réponses. À rougir, pourquoi? C'est de la timidité? Propension à rosir. À rosir? Oui. Non, c'est peut-être un... C'est l'image du PS. J'espère. Il faut qu'il reste rose. Parfois rouge. Pas forcément de confusion, mais au moins pour exprimer ses valeurs. Non, c'est vrai que depuis l'enfance, je rosis à la première question gênante. Ouais, c'est gênant. Enfin, justement, c'est un peu délicat pour vous. Non, il faut vivre avec cette rougeur-là et cette émotion-là. Je trouve que c'est bien d'avoir encore des émotions, de ne pas être comme ça une mécanique, d'être ému par ce qui doit émouvoir. Qu'est-ce qui vous émeut? Il y a des manifestations qui ont l'air ridicules, comme ça quand on en parle, de départ, d'amis, de décoration, de camarades, de retour sur la vie. Sur le passé. Oui. La nostalgie. Oui. Je trouve que le souvenir doit être cultivé, et à la fois pour ses joies et quelquefois pour ses douleurs. Il faut être tourné vers le passé si on veut regarder vers l'avenir aussi. On ne peut pas dire qu'on doit être que dans la nostalgie, mais il faut éprouver des sentiments. Donc moi, j'accepte d'être quelquefois ému, quelquefois gêné de parler dans certaines circonstances. Alors, on va revenir sur le fond de ce qu'il dit, parce que là, on a eu l'impression, en préparant l'émission, qu'il ne parlait pas du tout de la même manière de ses émotions que dans les deux extraits qu'on a vus précédemment, où il est davantage soumis à des critiques. Mais sur le phrasé, là, par contre, il est beaucoup plus fluide, non? Mais il est beaucoup plus fluide, et justement, c'est à un moment où il dit qu'il a des émotions. Et où il dit Comment le dit-il et de quelles émotions il Alors, s'agit? Il parle de sentiments, il parle du fait qu'il rougit, d'accord, donc vous voulez dire qu'il a ce phrasé un peu haché quand il est trop sous contrôle, quoi, quand il n'est pas lui-même. Je fais l'hypothèse que quand il a ce phrasé un peu particulier qui consiste à couper les phrases là où on ne s'attendrait pas à ce qu'il les coupe, c'est qu'il retient quelque chose, il maîtrise quelque chose. C'est une hypothèse, évidemment, j'en sais rien. Mais il y a effectivement une différence de fluidité entre ce qu'il dit à ce moment-là dans l'émission et ce qu'il a donné à entendre dans les différents discours de la dernière année. Moment qu'on a vu. Oui, Jacques-Alain Miller, vous vouliez... vous pensez que c'est quoi émotions, un décalage avec... Quel exemple il prend? Les émotions, on croirait la colère, l'indignation, l'enthousiasme, l'amour. Il dit toujours, et ça on retrouve là le principe, c'est bien d'être ému par ce qui doit émouvoir. Oui, donc c'est vraiment, c'est les petites émotions du genre la petite gorgée de bière, c'est la petite peine, et en fait on a quelqu'un qui est tout à fait maîtrisé, et le phénomène dit psychosomatique de la rougeur, c'est le prix minimum payé pour cette maîtrise. Ah, d'accord, mais au moins il concède à l'époque ses émotions. C'est vrai qu'il y a un décalage avec aujourd'hui. C'est vrai, mais moi ce qui me frappe, c'est encore une fois, quand il parle de ses émotions, quand il parle de quoi que ce soit, d'abord c'est toujours politique, l'émotion, un copain qui se fait décorer, enfin bon. Et voilà. Mais il parle du temps encore. Il parle du temps, de la nostalgie, le passé, et on a besoin du passé pour le futur. C'est vrai que c'est bizarre. La maîtrise du temps, qui est, selon moi, le grand art de la politique, c'est ce que fait le mieux François Hollande. Et pour terminer cette histoire de rosissement, parce que là il concède, alors il est à un autre moment de sa carrière, il est moins connu, il veut peut-être aussi susciter l'empathie, se faire aimer davantage, on a quand même l'impression... Ça serait compliqué, parce qu'il peut devenir rose, donc ça serait compliqué de dire « Ah non, je ne rosis pas », parce que c'est le seul moyen de rosir. Et est-ce qu'il rosit encore autant aujourd'hui ? Je sais pas. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on disait beaucoup à l'époque, fraises des bois, etc., le côté rosissant, mais aujourd'hui, il a... non ? Je sais pas. Il n'a pas été en situation, en tout cas devant moi, de même pendant les questions gênantes de la conférence de presse, il n'a pas rosé. Non, ça c'est pas le genre de truc qui l'impressionne. C'est pas ça qui l'impressionne. En tout cas, c'est vrai que ce côté rosissant, un peu timide, qu'il concède là justement dans cette émission, même si, comme vous le dites, c'est flagrant, contraste avec son image joviale, décontractée, à l'aise, qu'on a de lui aussi. Mais alors la question, c'est est-il toujours si à l'aise que ça? Et son amour revendiqué
pratiquer des bains de foule ne cache-t-il pas parfois justement un certain malaise? Telle est en tout cas l'analyse de Pascal De Sutter, psychologue à l'université de Louvain en Belgique, à qui nous avons soumis quelques images récentes. Je vous propose de les regarder, d'écouter son commentaire et puis on revient en plateau. Sincèrement, je trouve ça très agréable parce que justement... Ah, non. Est-ce que tu l'avais dit ou tu l'avais su? Non. Voilà. J'espère que ça a été enregistré parce que ça a un peu touché le servir. Mais tu es beau aussi. Au moins ça vient du cœur. C'est gentil. Et voilà, c'est ça les petits. Ouais, justement, c'est spontané. Lequel c'est mon fils? Allez Dylan. Allez. Ah bah alors là, si on commence, je pense que vous allez avoir le défi. En face, s'il vous plaît. J'en profite alors. Dylan, Voilà. Oh, quelle chance. Quelle chance. J'ai de la chance, on va faire. J'ai plein de bisous, moi. Je suis le président des bisous. Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les nombreux témoignages, effectivement, de gens qui approchent François Hollande et qui disent que c'est quelqu'un de chaleureux dans son expression verbale, dans les mots gentils qu'il dit. Pourtant, comme on le voit dans cet extrait, finalement, il y a beaucoup moins de chaleur, beaucoup moins de contact dans son comportement non verbal. C'est-à-dire que dans ces gestuels, on voit qu'avec les enfants, ils gardent quand même une certaine distance, même une grande distance, qui est un petit peu étonnante. On peut imaginer que les enfants les accueillent, les prennent dans ses bras, pourquoi pas, ils les serrent un petit peu, eh bien, ils gardent toujours ce recul. Alors, c'est pas juste dans cette situation-là, c'est dans plein d'autres situations. Il semblerait que, un petit peu sa manière de fonctionner depuis longtemps, c'est une forme d'évitement. Alors, il y a une situation d'ailleurs, parce qu'on a cherché des situations un peu spontanées, des moments non préparés, on en a retrouvé un, il n'y en a pas beaucoup. Le 14 juillet, quand un parachutiste s'était blessé, François Hollande